Pour une ville nature. Un cycle Cité Verte Europe organisé par Valor, une campagne financée avec le concours de l'Union européenne. Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver, chères auditrices et chers auditeurs, pour un nouvel épisode de rentrée de l'émission Pour une ville nature. Alors, cette émission de radio diffusée sur le web, disponible en podcast et en replay vidéo sur radio.imo et radioterritoria.fr, est organisée sous l'égide du programme Cité Verte Europe, avec le soutien, comme vous l'avez entendu, de l'Union européenne et le relais en France de Valor. En quelques mots, Valor, c'est l'interprofession du végétal, des fleurs et du paysage. Alors aujourd'hui, c'est un thème qui coule de source, mais dont la compréhension des mécanismes n'est pas toujours claire, comme de l'eau de roche, qui a alimenté des flots de nouvelles depuis la fin de l'hiver. Vous l'aurez deviné, je veux bien sûr parler de l'eau. L'eau, ce bien commun précieux, longtemps relégué en arrière-plan des causes environnementales, et, à force de sécheresse répétée, qui revient sur le devant de la scène. L'eau, à quoi ça sert? L'eau, quels sont ses usages? Quels enjeux lui sont aujourd'hui attachés alors que nous mettons cette ressource à rude épreuve? Évidemment, et parce que le vivant est le dénominateur commun à toutes nos émissions, nous nous demanderons aussi quelle place tient l'eau dans le vivant et en particulier quel lien existe entre l'eau, le sol et le végétal. Nous parlerons également des solutions pour favoriser le cycle local de l'eau dans les territoires et en particulier dans les villes, au bénéfice notamment du climat. Alors restez avec nous jusqu'au bout parce que ça, ce sera les solutions pour la deuxième partie. Pour aborder ces nombreuses questions et tâcher ensemble de vous proposer des explications limpide, c'est facile. Je suis très heureux de recevoir une hydrologue, et pas n'importe laquelle, une passeuse qui, tel un aqueduc, aide le savoir à circuler entre les scientifiques et les citoyens. Elle le fait avec dynamisme, et il faut l'avouer, une dose de dynamite, puisqu'elle fait aussi sauter les digues des idées reçues et entre les disciplines du vivant. Elle est avec nous ici aujourd'hui, et nous en sommes honorés. Bonjour, Charlène Descolonges. Bonjour Pierre, merci pour l'invitation. Merci à vous d'être avec nous. Votre agenda est de plus en plus chargé et c'est très bien parce que cette discipline de l'hydrologie ne fait que monter, il était temps. Alors Charlène, vous avez écrit un ouvrage à succès, temporairement en rupture de stock, félicitations, mais alors rassurez-vous pour celles et ceux qui nous écoutent, cela ne saurait durer, il va y avoir une réédition je crois, et on peut toujours le commander. Vous avez donc écrit un livre paru en mai aux éditions Tana, Fake or Not, l'eau. Ce livre, avec le concours d'Isabelle Brockman, est, je dois le dire, très pédagogique. Alors avant de nous plonger dedans, je voudrais partager avec vous un extrait d'un autre texte, d'un auteur dont certains auditeurs savent ô combien il m'est cher, un talent éclectique, à la fois écrivain, dramaturge et scénariste, parfois même acteur, premier directeur de l'école de cinéma, la Fémis. Il se définissait volontiers comme un passeur, connu pour son amour des cultures orientales, de l'Inde à la Perse, dont il a traduit contes et légendes, auteur d'un essai précurseur hélas épuisé, en 1972, dédié déjà à l'écologie, le Paris, et à qui on doit aussi des livres à plusieurs mains avec des scientifiques. Fin du suspense, j'ai nommé Jean-Claude Carrière, disparu en 2021. C'est aussi une voix à laquelle, lorsque l'on aime la radio, on ne peut pas rester insensible. Alors ce personnage, curieux et érudit, ouvert sur le monde s'il en est, a vécu les 13 premières années de sa vie ancré dans un pays, dans le département de l'Hérault, à Colombières-sur-Orbe précisément, comme un paysan donc. Il raconte cette enfance sans livres et sans images dans les années 30, proche des éléments, en particulier de la terre et de l'eau, dans une autobiographie, Le vin bourru, paru en l'an 2000. Nous avons déjà lu ici un passage sur cette même antenne de cet ouvrage. Et alors, à propos de l'eau, à laquelle il consacre d'ailleurs plusieurs pages, Jean-Claude Carrière écrit ceci. « Depuis ce temps-là, où que je me trouve dans le monde, j'ai gardé pour la pluie un amour sans partage. Elle me tombe toujours dessus, où que je sois, comme un cadeau. Je m'irrite facilement devant le sourire niais de celles et de ceux qui nous annoncent à la télévision le temps prévu. Voici la minute imbécile. Tout le pays tire la langue et on nous dit « Encore une belle journée ensoleillée demain » ou bien, l'œil attristé, hélas, quelques averses sont à craindre. Craindre des averses ? Je ne comprends pas. Il faudrait annoncer exactement l'inverse, affirmer que le beau temps c'est la pluie, et pas seulement pour l'agriculture, pour l'industrie, pour l'air que nous respirons, pour notre santé, pour tout. Les grandes nations sont faites de pluie. Charlène Descolonges, que vous inspire ce texte ? Il m'inspire beaucoup de choses et cet auteur, poète, si on peut dire, était bien visionnaire puisque
nous-mêmes, hydrologues, on est toujours très heureux. On est peut-être ces seuls Français et Françaises à se réjouir d'une averse, surtout en temps de sécheresse. Mais malheureusement, on va l'expliquer pourquoi. C'est pas forcément une bonne nouvelle pour les nappes qui ne se rechargent pas en été. Mais effectivement, dès lors qu'il y a une averse, il y a le retour de la vie. On se souvient, on a tous en mémoire ces paysages désertiques qui, pendant une bonne partie de l'année, sont secs, arides et abritent très peu de vie. Et dès lors qu'il y a une averse, là, tout fleurit et tout revient. Et donc, je trouve que cette citation très bien choisie, par ailleurs, elle illustre parfaitement le bonheur qu'on devrait tous avoir quand une averse est annoncée. Eh bien, chantons sous la pluie et regardons et dansons, pourquoi pas. Alors, avant de danser, Charlène, une brève présentation. Vous êtes née à Colombes et non à Colombières, en région parisienne. Depuis, vous avez débuté votre carrière après des études d'ingénieur et un master en hydrologie, double diplôme, auprès de collectivités. Et notamment, vous avez été très vite sensibilisé aux politiques de l'eau et vous pensez que la gestion de l'eau a quelque chose à voir avec le commun, avec le politique. Et plutôt que de calculer des débits comme bon nombre de vos collègues qui le font quotidiennement, maintenant vous parcourez la France, d'abord depuis Annecy où vous avez longtemps vécu, depuis Paris maintenant, pour porter la voix de l'eau. Et un peu comme Jean-Claude Carrière, c'est aussi pour ça que je l'ai choisi, vous vous efforcez de relier, de transmettre les connaissances. Et dans votre ouvrage, on pourrait l'appeler d'ailleurs le petit livre bleu, vous posez un certain nombre de définitions et vous donnez des ordres de grandeur. Et ça, en matière de science, c'est très important pour qu'on puisse se figurer les enjeux. Alors, indiquons également, pour être presque complet, que vous avez également enregistré une dizaine d'heures de formation, de cours en ligne sur la plateforme Sator, que l'on peut retrouver dédiée au sujet de l'eau. Alors, première question qui peut sembler basique, mais avec une réponse courte pour poser le sujet. Qu'est-ce que l'eau ? Et je précise, au-delà de la formule chimique que peut-être certains connaissent, H2O, 2 atomes d'hydrogène, 1 atome d'oxygène. Est-ce que vous pouvez, en quelques mots, nous résumer l'histoire de l'eau, qui a d'ailleurs à voir avec un phénomène bien connu chez les végétaux, qui est celui de la photosynthèse ? L'eau, c'est la vie. L'eau, même la vie est née dans l'eau, dans cette fameuse soupe primitive, il y a 3,3 milliards d'années, bien, voilà, à peu près. Et donc, cette soupe primitive était un mélange d'acides aminés, d'eau et d'énergie lumineuse qui ensuite a permis d'avoir des molécules et un assemblage génétique pour reproduire la vie, quoi. Tout le matériel génétique nécessaire. Donc, l'eau, c'est la vie. L'eau est un liquide ou un gaz ou du solide, selon les conditions de pression et de température, mais c'est un fluide magique et il a de nombreuses propriétés physico-chimiques qui font que c'est un fluide absolument incontournable dans de nombreux processus industriels et c'est pour ça qu'on l'utilise à bon escient pour faire absolument tout. On a besoin d'eau pour refroidir, réchauffer, diluer, nettoyer. C'est toutes ces propriétés-là que l'on utilise depuis la nuit des temps pour tous nos usages. La nuit des temps, avec parfois quelques conflits, nous allons les aborder et on l'espère encore pour très longtemps, malgré les tensions qu'il y a autour de la ressource en eau. Alors justement, quelles sont les quantités d'eau disponibles sur Terre ? Et je dois dire que dans l'ouvrage, c'est très bien illustré avec 2 infographies, notamment, qui montrent la proportion d'eau douce par rapport à l'eau salée. Et ensuite, dans cette eau douce, c'est bien beau, mais il faut encore qu'elle soit disponible. Et là, c'est une autre paire de manches. Qu'est-ce que vous pouvez nous donner comme ordre de grandeur ? Et oui, alors déjà, au passage, je salue le travail des infographistes et des illustrateurs sur cet ouvrage. Effectivement, on a 97,5% d'eau salée présente sur Terre, 2,5% d'eau douce, et dans ces 2,5%, le 3/4 est emprisonné dans des glaciers, les calottes polaires, les inland seas, les glaciers continentaux. Un peu moins du quart restant est emprisonné dans des nappes qui sont très profondes et donc peu accessibles. Et en fait, le delta, c'est-à-dire moins de 1%, d'eau douce disponible aux êtres humains et à l'ensemble du vivant et partout autour de nous. Donc, dans l'atmosphère, essentiellement dans les nappes peu profondes, donc ces nappes superficielles qui sont inférieures à 1 kilomètre de profondeur,
qui constitue 98% de cette eau disponible. Mais ensuite, après, toute l'eau qui est contenue dans les sols, qui transite dans les arbres, et puis dans tous les organismes vivants, dans l'atmosphère, dans les rivières, les lacs, etc., c'est tout contenu dans le moins de 1% d'eau douce disponible sur Terre. Donc c'est dire à quel point cette ressource est précieuse pour à la fois réguler les processus physiques, climatiques, mais aussi biologiques. C'est une mise en abîme, imaginez-vous, on parle de la planète bleue parce que l'eau occupe la majeure partie de la surface du globe. Elle occupe aussi la majorité de notre volume humain puisque nous sommes composés, je crois, à 60% d'eau. Imaginez-vous que seulement 1% de ces énormes quantités est disponible et c'est très bien effectivement figuré. Alors, on voit on entend les quantités d'eau disponibles, cette proportion très faible. Quels sont aujourd'hui les principaux usages de l'eau ? À quoi sert-elle ? Alors à l'échelle mondiale, les principaux usages de l'eau sont sans surprise l'agriculture. 70% des prélèvements en eau douce sont dédiés à l'agriculture. Mais il faut savoir qu'en France, on est une exception en raison de notre particularité énergétique, puisque sur les 32 milliards de mètres cubes que l'on prélève chaque année en France, 50% sont dédiés au refroidissement des centrales électriques, centrales à flamme et nucléaires, puisque on a un parc qui est spécifique à la France, avec des circuits ouverts qui prélèvent beaucoup d'eau, mais qui en rejettent l'essentiel. Et là, on parle de prélèvement, mais quand on parle de consommation, là, cette fois, on est vraiment, comme à l'échelle mondiale, sur des usages essentiellement agricoles, puisque 58% des consommations, donc les consommations, c'est ce qui ne retourne pas au milieu. C'est ce qu'on prend au milieu et qui est perdu, entre guillemets, on va en parler après, mais par évaporation, repart et ne revient pas directement dans le milieu. Donc, 58% des consommations en France sont dédiées à l'irrigation agricole. Ensuite, on a les pertes liées aux fuites des réseaux d'eau potable, pour 28%. Et ensuite, on a les pertes liées à la production énergétique et vient ensuite les industries. Donc en termes d'usage, à la fois, il faut parler de prélèvement et il faut parler de consommation. Bien sûr, la différence, c'est ce qui retourne au milieu qui peut être prélevé et ce qui est consommé, c'est ce qui ne retourne pas au milieu d'origine, puisqu'il y a des centrales ouvertes et d'autres fermées. Vous avez tous les détails dans le livre. Et c'est important, vous avez cité les 3 états de l'eau, liquide, gazeux et sous forme de glace. Et notamment, cette eau perdue, pas certain. Restez avec nous parce qu'on va en parler. L'eau sous forme de gaz, c'est la vapeur d'eau et elle est extrêmement importante à maints égards. Mais restez pour qu'on puisse en parler en deuxième partie. Alors, on a posé les usages entre prélèvement, consommation. Nous, êtres humains, il y a des ordres de grandeur à connaître. Combien d'eau consommons-nous par jour, directement ? Et puis il y a une autre notion que je ne vais pas déflorer qui vous est chère, indirectement. Alors, directement, la moyenne nationale est de 150 litres d'eau, 146 pour être exact. Litres d'eau, c'est le volume d'eau potable que on utilise. J'aime pas dire consommer, c'est vraiment on utilise chaque jour pour la douche, pour boire, alors c'est pas vraiment pour boire, 1% c'est pour boire, mais le reste ce sera pour laver, pour les usages d'hygiène. 40% de ces 146 litres sont pour les toilettes, et ensuite on a la douche, le bain, etc. Et en fait, quand on regarde les usages dits indirects ou invisibles, c'est cette fameuse empreinte eau. C'est toute l'eau qui est nécessaire pour fabriquer tous les produits du quotidien que l'on consomme. Donc c'est de l'eau virtuelle, c'est comme l'empreinte carbone, mais il y a une empreinte eau qui existe, et quand on regarde, on va la définir, mais l'empreinte, finalement, on mange de l'eau plus que ce qu'on ne boit, puisque en France, l'empreinte eau moyenne d'un Français est de 4900 litres par jour, chaque jour. C'est l'équivalent de 25 baignoires que l'on remplit d'eau virtuelle et que l'on consomme sans forcément le savoir. Et alors, cette eau virtuelle, finalement, elle est réelle, elle est prélevée dans des milieux qui ne sont pas forcément notre lieu de vie quotidien. Qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer son empreinte eau au quotidien, au-delà de réduire la portion moyenne des 146 litres ?
Alors, avant de parler de solutions, encore un petit peu plus définir ce qu'est l'empreinte eau. Alors, quand on dit prélève, est-ce que c'est vraiment prélevé ? Effectivement, pas vraiment. L'empreinte eau, c'est la somme de l'eau verte, l'eau bleue, l'eau grise. Les 3 couleurs de l'eau. Les 3 couleurs de l'eau. Alors, j'anticipe un petit peu, mais l'empreinte eau verte, c'est toute l'eau qui est évapotranspirée par les plantes et qui est utilisée pour tous les produits végétaux et animaux que l'on consomme. L'empreinte eau bleue, c'est toute l'eau qu'effectivement on prélève dans les nappes, dans les cours d'eau, etc. pour irriguer, pour nettoyer, laver, etc. Et l'empreinte eau grise, cette fois, c'est l'empreinte pollution. C'est toute l'eau qu'on doit utiliser pour diluer les polluants qu'on émet dans l'environnement. Donc quand on fait la somme de ces empreintes eau verte, eau bleue, eau grise pour chaque produit, et qu'on fait une moyenne à l'échelle journalière, on arrive à ce chiffre, 4900 litres. Et dans ces 4900 litres, on regarde, c'est écrit dans le livre, 37% sont directement liés à notre alimentation qui est essentiellement carnée. Là, je parle de la viande blanche et bovine. Et j'explique pourquoi. Et en fait, c'est pas forcément de l'eau qu'on a prélevée et qu'on a consommée, mais par contre, ça montre qu'on a pris la main sur cette ressource en eau. À l'échelle de l'humanité, c'est 24 000 milliards de mètres cubes d'eau chaque année. C'est l'équivalent de tous les débits, la moitié de tous les débits des cours d'eau qui s'écoulent des continents aux océans. Donc, on a pris la main vraiment sur cette ressource en eau qui se raréfie. Donc ça, c'est très important, parce que d'ordinaire, on pense à l'eau bleue, parce que c'est plutôt la couleur qu'on lui attribue. Les eaux grises, c'est intéressant la manière dont vous le définissez, la quantité d'eau nécessaire pour laver, entre guillemets, nettoyer l'eau et donc les déchets qu'elle engendre. Mais cette eau verte, c'est donc cette eau qui traverse les sols, les végétaux. Je crois qu'il y a une limite planétaire qui a été franchie. C'est l'Institut pour la résilience de Stockholm qui avait défini les frontières planétaires, les planetary boundaries au début des années 2000. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire plus précisément sur cette limite franchie et qu'on comprenne bien, quitte à être dans la répétition, ce qu'est cette eau verte ? Alors, cette étude qui est fondamentale, effectivement, ne saurait dire depuis quand on a franchi cette limite planétaire. En revanche, ils se sont basés sur un grand nombre de données planétaires et ont observé que quasiment 20% des terres non gelées de la planète subissent des anomalies d'humidité des sols. En fait, ils ont cherché à comprendre quel était le paramètre sur lequel ils allaient se baser pour étudier cette eau verte, et ils ont choisi l'humidité des sols. Là, on commence un peu à aller dans le cœur du sujet qui nous intéresse, la zone critique. C'est vraiment ces 2 premiers mètres du sol qui sont vraiment très intéressants sur l'hydrologie. Et donc, l'humidité des sols, elle, normalement, varie naturellement au fil des saisons. Et là, les scientifiques ont observé que sur 20% des surfaces non gelées, soit les sols sont trop secs, soit ils sont trop humides. En raison de 2 choses. Le facteur climatique, soit il pleut trop ou il pleut pas assez, soit il s'agit aussi des facteurs anthropiques. J'entends par là la déforestation massive, le fait d'avoir artificialisé les sols massivement avec l'étalement urbain et la construction des routes, etc., mais aussi les pratiques agricoles dites intensives qui imperméabilisent les sols. Avec des sols morts, l'eau ne peut plus s'infiltrer et ça sèche plus rapidement. Donc, c'est très important de parler de cette eau verte parce que sur chaque produit, on a une empreinte eau verte énorme. Et donc, on ne peut plus maintenant ne plus parler d'eau verte. C'est la base et c'est aussi à la base de toute la philosophie sur l'hydrologie régénérative. Et c'est ce que nous allons évoquer dans quelques instants dans bientôt la deuxième partie. Zone critique de 2 mètres de sol, retenez bien cela avant la deuxième partie. Et puis effectivement, cette difficulté à gérer ce trop-plein ou ce trop peu d'eau dans des systèmes, vous parlez même d'hydrosystèmes en parallèle aux écosystèmes, qui ont été dégradés. Alors, peut-être une question d'ouverture avant une pause musicale, chères auditrices et chers auditeurs. Charlène, le régime hydrique en France est largement perturbé. Si on revient à notre pays, depuis 2017, on vit un régime de sécheresse, à part, je crois, une anomalie en 2021 qui était un petit peu plus pluvieux que dans les autres pays européens. On nous dit que près de 70% des nappes présentent un niveau préoccupant, et ce depuis des mois. C'est un chiffre qu'on a beaucoup entendu dans les médias.
Et vous rappelez bien d'ailleurs une évidence pour celles et ceux qui s'intéressent à l'eau, mais qui, je pense, ne l'est pas pour tout le monde, c'est que l'hiver, les rivières abondent des nappes peu profondes, les remplissent d'eau, et l'été, en quelque sorte, c'est de l'eau d'hiver qui coule de ces nappes à faible profondeur dans nos rivières. Si bien que lorsque vous allez en Normandie, je crois que vous étiez intervenu à Forges-les-Eaux il y a quelque temps, en ce moment, vous voyez de la verdure partout, mais les cours d'eau, il y a très peu d'eau qui circule. Alors, des conflits d'usage, c'est le mot assez policé, apparaissent et s'exacerbent de plus en plus fort. Et d'ailleurs, le ministre en charge de l'écologie en exercice, Christophe Béchu, a déclaré ces propos qui ont été repris par le journal Le Monde en avril 2023. La guerre de l'eau provoquée par une baisse des réserves constitue une menace pour notre cohésion nationale. Alors, en quelques mots, parce qu'il faudrait une émission entière pour parler des politiques de l'eau, si on élargissait un peu le champ, pour vous, quels sont les grands enjeux en France liés à la gestion de l'eau ? Eh bien déjà, merci d'avoir parlé de tout ça. Les nappes devraient être notre priorité nationale. Vraiment absolue. On doit recharger nos nappes puisque effectivement depuis 2017, on enchaîne ces phénomènes de sécheresse qui empêchent véritablement et qui épuisent nos ressources en eau souterraine. 2023 a été très particulière puisqu'on commence l'année suite à 2022, année très sèche et inédite. Un hiver sec qui ne va pas recharger les nappes. Là, on accumule, un peu comme les arbres qui accumulent des sécheresses, des déficits qui vont durer, je pense, 5 ans, 10 ans. On va encore subir les effets de ce déficit-là dans les nappes. Les nappes, c'est du temps long. Il va falloir les recharger et s'en préoccuper largement. Donc, les laisser tranquilles pendant un temps pour qu'elles puissent se recharger. Ensuite, effectivement, l'agriculture, qui est notre principal consommateur en eau, va faire face à des défis grandissants, puisque l'agriculture ne fait pas que consommer de l'eau, elle la consomme à un moment critique dans l'année, qui est là où on en a le moins, dans les rivières et justement dans les nappes qui se tarissent. Donc on va devoir changer de modèle agricole qui soit moins gourmand en eau pour justement partager entre les différents usages, les usages énergétiques, on en a un petit peu parlé, mais aussi agricoles, l'eau potable et grande oubliée de nos débats, les milieux aquatiques, les écosystèmes, les zones humides, tout le vivant aquatique dont on dépend également et qui n'a pas voix au chapitre aujourd'hui encore dans les instances de gouvernance de l'eau. Alors, les enjeux sont presque inextricables. Nous n'aborderons pas toutes les solutions. En revanche, on va s'intéresser à cette eau verte. On va mettre les 2 pieds dans la terre, dans les 2 mètres de couche critique dont vous nous avez parlé, mais aussi la tête dans les nuages. Pas uniquement dans les hautes sphères, bien proche de nous dans la deuxième partie. Alors en attendant, on va faire une pause. Le temps pour notre invité, je pense, de boire un verre d'eau, sur un hymne entraînant, fort de ses plus de 30 ans, enregistré dans un ancien hôpital et écrit, dit son auteur, sous l'effet de substances contenues dans certains végétaux. Un titre paru dans l'album ainsi désigné, H, qui nous dit gaiement que le monde implose, qui considère l'espèce humaine vraiment imparfaite, mais en évolution, qui parle de métamorphose, de monde meilleur, de système, évoque les révolutions qui se faisaient déjà en 1992 à la maison, avec des poissons et des dauphins dedans, et qui nous invite à l'action, ou pour le dire clairement, à nous jeter à l'eau. C'est un tube porté par les paroles et la voix de l'ancien leader du groupe Téléphone et par la rythmique de son acolyte Richard Kolinka. Vous êtes bien dans Pour une ville nature sur Radio Territoria et Radio Imo. Maintenant, je me tais parce que le silence s'impose pour laisser la place à Jean-Louis Aubert. Temps à nouveau. Puisque les dauphins sont des rois, seul le silence s'impose. Puisqu'il revient à qui de droit de tenter les métamorphoses. Puisque les révolutions se font maintenant à la maison.
que ce n'est plus qu'un système. Et sa police américaine. De mon meilleur, on ne parle plus. Tout juste sauver celui-là, celui-là. Et il est temps à nouveau, autant à nouveau, de prendre le souffle à nouveau. Il est temps à nouveau, autant à nouveau, de nous jeter à l'eau, de nous jeter à l'eau. Puisque je suis mon aquarium, moi le poisson, changé en homme. Il est temps à nouveau, autant à nouveau, de prendre le souffle à nouveau. Il est temps à nouveau, autant à nouveau, de me jeter à l'eau. Autant pour se jeter à l'eau, autant pour se jeter à l'eau, autant à nouveau, autant pour se jeter à l'eau, autant à nouveau, de nous jeter à l'eau, autant pour se jeter à l'eau, autant à nouveau, de nous jeter à l'eau. Sous un son d'orage que nous reprenons cette émission. Bienvenue dans cette émission de radio consacrée à l'eau. On va y arriver. Et pour celles et ceux qui nous rejoindraient, nous entamons la deuxième partie d'un entretien avec l'hydrologue Charlène Descollonges, un entretien hydrologique puisque vous êtes autrice de L'eau fake or not. Continuons donc à parler d'eau en n'hésitant pas à remettre en cause nos idées reçues, disons-le, à changer de logique. Alors maintenant que nous nous sommes jetés à l'eau, parcourons son ou plutôt ces cycles qui sont plutôt, on l'apprend dans votre ouvrage, faits de looping, de cascades et de mares asséchées. On a parlé des zones humides tout à l'heure, plus que de longs fleuves tranquilles. Et ensuite, ainsi que Jean-Claude Carrière, très ouvert sur le monde, nous en montrait la compatibilité avec cet état. Ancrons-nous, si possible, tout près d'ici, chez soi, chez vous, dans nos territoires et pourquoi pas dans les villes, pour relier le sol, le végétal et l'eau. Alors justement, Charlène, ce cycle de l'eau, je parle de looping et de mares asséchées, on nous en parle à l'envi à l'école. Vous le citez très souvent dans vos interviews en disant qu'il est faux que la théorie qu'on nous a enseignée il y a encore très peu de temps, car nous sommes tous très jeunes, est erronée. Pour quelles raisons ? Et peut-être avant d'évoquer en quoi il est faux, quel est le cycle qu'on nous explique d'ordinaire ? À l'école, on apprend tous que l'eau s'évapore des océans, elle arrive via les courants océaniques et se condense, se précipite sur nos massifs et ensuite soit précipite sous forme de neige ou de pluie, s'infiltre éventuellement dans les sols puis dans les nappes, ruisselle dans les cours d'eau, parcourt ces rivières et revient de manière miraculeuse dans les océans. Et donc je dis que ce cycle est faux puisque bien que on l'idéalise, ce cycle, et on aimerait tous qu'il fonctionne ainsi. Il n'en est rien, puisque la plupart du temps, on ne représente ni l'impact du changement climatique, en clair, aucune interaction avec ce cycle-là. Et pourtant, il est complètement déréglé. Nos activités humaines, avant même d'avoir changé le climat, ont perturbé profondément ce cycle de l'eau, en pompant énormément, massivement dans ces ressources souterraines, en pompant dans les rivières, en les domptant, en les canalisant, en comme je disais, déforestant, artificialisant les sols,
et en polluant évidemment cette ressource. Donc là, je repars sur les fameuses couleurs de l'eau. Donc en fait, c'est une étude internationale qui le montre, sur 500 schémas qu'on se représente, dans lesquels on se représente le cycle de l'eau, eh bien, on ne représente pas ces interactions. Et pourtant, aujourd'hui, ils sont plus que nécessaires et importants et nous mettent en insécurité face à cette ressource en eau. Alors, autre chose aussi que j'ajouterais dans cette interview, mais exclusive, on ne représente pas non plus les bassins versants. Là, toutes les personnes qui nous écoutent, sans le savoir, foulent ces bassins versants. Ce sont ces petites cuvettes qui, en fait, délimitent nos rivières et nos hydrosystèmes. Donc, on fait tous partie d'un bassin versant. Si on veut reconnecter les personnes à leur territoire, on doit les reconnecter à leur bassin versant. 6 en France. 6 grands bassins en France, les grands fleuves, en fait. Rhône, Adour-Garonne, Seine, Loire-Bretagne, l'Escaut, Rhin-Meuse, etc. Et donc, c'est la base de pouvoir définir quel est notre bassin versant, plus que notre bassin de vie. On appartient à ce grand hydrosystème et finalement, l'eau que l'on consomme ici sera utilisée ailleurs par quelqu'un d'autre, un peu plus en aval que nous. Donc, on a cette responsabilité de prendre soin de cette eau. Donc c'est cette grande cuvette, le bassin versant, qui draine la moindre goutte d'eau du point le plus élevé au fleuve qui récolte toute cette eau. Exactement. Vous le formulez très très bien dans l'ouvrage, et donc il faudrait représenter dans le cycle de l'eau pas seulement les rivières, les lacs, les océans, les nuages, mais aussi toutes ces perturbations. Vous le dites, ce qu'on pompe, ce qu'on restitue ou ce que l'on consomme, on a bien compris tout à l'heure la différence. Et puis également l'eau qui ruisselle sur des sols devenus moins vivants, voire morts, et des sols imperméables. On va y revenir parce que ça nous intéresse particulièrement pour parler de relations entre le vivant et la ville. Dans le cycle de l'eau, on entend de plus en plus parler de petits cycles de l'eau, comme s'il y avait un courant alternatif. C'est intéressant parce que ça nous renvoie à la notion de local. Et tout à l'heure, vous avez parlé de l'eau verte. Il semblerait qu'il y ait un lien possible entre les deux. Vous allez le préciser. Et une thèse est défendue, vous la citez dans l'ouvrage, par un certain nombre de scientifiques, celle de la pompe biotique. Alors vous dites notamment que si ce concept est soumis à discussion au sein de la communauté scientifique, la forêt amazonienne peut, et c'est prouvé, faire en quelque sorte tomber sa propre pluie en cas de sécheresse. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que c'est que la pompe biotique ? La théorie de la pompe biotique, qui a été mise au point par deux physiciens russes, Makarieva et Gorshkov, est caractérisée par... c'est un modèle climatique qui tient compte, qui représente le rôle fondamental du végétal dans le cycle de l'eau. Et en particulier le rôle des forêts qui ont cet immense pouvoir de capter, de régénérer, de générer de la pluie sur un territoire. Du fait que les forêts, quand elles sont diversifiées et vivantes, émettent des particules dans l'atmosphère qui agissent comme des noyaux de condensation sur lesquels en fait, la vapeur d'eau va pouvoir se condenser et ensuite précipiter. Quand on regarde ça, elle a été donc très controversée, cette théorie. Parce qu'elle revenait à penser qu'on avait complètement oublié le facteur biologique dans le climat. Or, évidemment, tout est lié. Maintenant, on commence à le comprendre. Mais au départ, ça a été très, très décrié par la communauté scientifique. Et aujourd'hui, elle gagne du terrain. Et on peut la corroborer avec de nombreuses autres études qui sont menées notamment dans les forêts primaires, la forêt amazonienne, la forêt du Congo, où dès lors qu'on déforeste, on perturbe le régime des pluies des pays voisins. C'est un changement de paradigme total qui nous pousse, nous aussi hydrologues, à reconsidérer nos manières de calculer l'eau qui est présente sur les territoires en intégrant la question de l'eau verte. Et donc cette eau verte, qu'on comprenne bien pour toutes nos auditrices et nos auditeurs, je vais essayer de le simplifier et vous me dites si on est dans la bonne représentation. On dit que lorsqu'un arbre prélève de l'eau, il agit comme un château d'eau. 90% de l'eau qui est prélevée par les racines est rejetée dans l'atmosphère, non plus sous la forme liquide, mais sous la forme de gaz, de vapeur d'eau. Et vous dites que la pompe biotique, ce serait une dépression locale au-dessus de forêts denses qui favoriserait la condensation, donc le passage de nouveau de cette eau gazeuse à une eau liquide et la précipitation, le fait qu'elle tombe sur le sol. Est-ce que c'est bien ça ?
Alors, c'est ça. Alors, on peut rajouter aussi dans cette explication que pourquoi une pompe biotique, c'est qu'en fait, en créant cette dépression à la surface des canopées forestières, en fait, on crée une sorte d'appel d'air chaud pour aller ensuite se confronter à un air froid qui va ensuite constituer les micro-gouttelettes et donc les pluies derrière. Donc il y a vraiment une interaction biotique, c'est-à-dire vraiment d'un facteur biologique avec les courants océaniques. Donc voilà, en complément, ce qu'on pourrait dire pour expliquer ce que c'est que la pompe biotique. Et une des manières très concrètes de l'observer sur notre territoire, c'est ces fameuses... Alors, à moindre échelle, mais ces rivières volantes que l'on voit, vous savez, quand il pleut le lendemain, on voit ces fameuses nappes atmosphériques, superficielles, qui voguent à la surface des forêts. Donc c'est vraiment une manifestation que les arbres sont capables de condenser, précipiter la pluie. La forêt amazonienne, par exemple, elle est capable, c'est ce que je dis dans le livre, de déclencher ses propres pluies 2 mois avant la saison humide. C'est dire à quel point elles sont super puissantes, ces forêts. Alors c'est passionnant, il faudrait inviter pour un débat Jacques Tassin qui est écologue, qui est ingénieur horticole et qui travaille beaucoup sur l'épistémologie et qui a écrit Penser comme un arbre, notamment, qui croise les disciplines pour essayer de nous détacher de cette vision anthropomorphique, parce que de fait notre langage est limité, ce ne sont pas les forêts qui le souhaitent, c'est un phénomène physico-chimique, et ce serait un autre débat extrêmement intéressant. Alors, il y a même aussi des vertus pour le climat. Vous parliez des liens entre climat et vivant. Ici, on essaie de les mettre au jour, à défaut d'apporter des certitudes. Très récemment, il y avait un post d'un de vos collègues, Samuel Bonvoisin, qui relatait un programme du PNUE, le programme des Nations Unies pour l'environnement, donc l'ONU, qui avait publié une note prospective en 2021, donc très récemment, travailler avec les plantes, les sols et l'eau pour refroidir le climat et réhydrater les paysages de la Terre. La deuxième partie, ça a trait à ce qu'on vient d'évoquer, réhydrater les paysages de la Terre et puis refroidir le climat. C'est un méga îlot de fraîcheur, puisque je rappelle que lorsque l'eau passe de l'état liquide à l'état gazeux, lorsqu'elle s'évapotranspire depuis un végétal et le sol, eh bien, ça consomme de l'énergie, ce qui procure ce fameux sentiment de fraîcheur et en maths à la régulation du climat. Alors si on suit ce raisonnement, quelque part on a envie de se dire il faut planter pour faire tomber la pluie. Certains, notamment en matière agricole, la recherche agronomique avait tendance à dire qu'il faut limiter l'évapotranspiration d'un certain nombre de plantes. Dans l'aménagement urbain, on peut se dire mais il faut mettre des crassulacées, des plantes qui évaporent très peu, qui retiennent l'eau, puisqu'elles seront moins gourmandes à la plantation. Certes, mais quelque part, est-ce qu'on n'a pas un équilibre à trouver entre des végétaux qui résistent à ces sécheresses, mais qui en même temps apportent un cycle de l'eau locale, puisque cette eau, certains la qualifient de non productive, vous dites au fond qu'elle n'est pas tout à fait perdue. Elle n'est pas tout à fait perdue, effectivement, elle est recyclée, encore une fois, par le végétal, si tant est qu'on puisse recréer ces conditions, en fait, de reprécipitation sur le territoire. Donc, alors, ne mettre que des plantes tropicales dans un pays un peu aride, où voilà, ça va être très compliqué, on l'entend. Mais en fait, il faut vraiment penser large, ne pas penser que forcément sur les espèces végétales, mais le paysage en soi, et tous les facteurs climatiques, pédologiques, géologiques, sur comment tout cela fonctionne, se mettre à l'échelle d'un bassin versant, encore une fois, qui est l'unité de référence en matière d'hydrologie, et se dire, voilà, sur un triptyque qu'on appelle eau, sol, arbre, comment faire pour optimiser le plus possible et, comme on disait, rééquilibrer ces flux pour que l'eau qui tombe puisse circuler la manière la plus intelligente possible sur les territoires. Et donc, effectivement, c'est pas de l'eau qui est perdue dès l'instant qu'elle est remise en circulation avec le végétal. Mais effectivement, il y a sans doute un équilibre à trouver. Il y a tout un pan de recherche à développer pour le quantifier. Et alors vous mettez la recherche et les citoyens, les pouvoirs publics, mais aussi les entreprises en lien, puisque vous intervenez de plus en plus en matière de formation notamment et de transformation des pratiques. Et puis, vous mettez les 2 pieds les 2 mains dans la terre, tout en ayant la tête dans les nuages, avec Pour une hydrologie régénérative, qui est un mouvement, une association que vous avez cofondée. Et je crois que ça n'est pas étranger à ce que vous dites sur les équilibres à trouver et ce triptyque arbre, sol et eau. Qu'est-ce que c'est que ce mouvement et qu'est-ce que vous prônez ?
Alors effectivement, on a créé cette association justement avec Samuel Bonvoisin, mais aussi Simon Ricard, qui sont un peu les deux grands initiateurs, je dirais, de ce mouvement, qui ont un profil plutôt agronome et il manquait un peu de vision hydrologique. Alors je les ai un peu challengés et ensemble, on a créé cette association qui aujourd'hui réunit pas moins de 200 membres et avec eux, on va créer des territoire pilote pour justement expérimenter, quantifier, étudier l'hydrologie régénérative sur les territoires. Donc l'hydrologie régénérative, en 2 mots, c'est quoi ? C'est, alors plus que 2 mots, c'est ralentir, répartir, infiltrer, stocker l'eau de pluie dans les sols. Et pas dans des bassines, on l'entend, mais dans le sol d'abord pour réhydrater la terre et le faire autour du végétal. Donc on retrouve ce triptyque eau, sol, arbre qui permet de dire, en fait, on va d'abord chercher à comprendre et à optimiser le cheminement de l'eau sur le territoire en travaillant sur le relief, le type de sol, etc. Donc, soit, si on a un terrain très pentu, casser un peu la pente avec des baissières, des systèmes de terrasses, etc., pour que l'eau circule très lentement, quand elle tombe, ne ruisselle pas et érode la terre. Et ensuite, on a le sol. Avoir un sol vivant, un sol éponge va permettre d'infiltrer justement cette pluie et la garder le plus longtemps possible, réhydrater les nappes et réélever, on va en parler, le niveau de base des rivières. Et ensuite, l'arbre, la troisième pièce du puzzle qui va permettre justement de régénérer ces pluies, recycler l'eau de pluie sur les continents. Donc on s'intéresse beaucoup à la topographie, ces 4 verbes de l'hydrologie régénérative: ralentir l'eau, la répartir, vous parliez de baissières, ce sont donc de petits fossés qui suivent les courbes de niveau, c'est-à-dire les points les plus hauts sur un relief. Les points de même altitude. De même altitude, voilà, qui sont reliés entre eux. Merci de bien le formuler. On infiltrer, troisième, et enfin, on stocke. C'est-à-dire qu'on ne stocke pas dans un réservoir étanche de l'eau que l'on a pompée. On fait en sorte de faire avec le déjà là, de capter cette eau de pluie et de lui laisser le temps de s'infiltrer et de rester un petit peu sur place. C'est pas un gros stockage artificiel qui va effectivement être alimenté par pompage, mais plein de petites solutions de stockage qui vont soit avoir pour fonction d'infiltrer, donc stocker temporairement l'eau de pluie. On va avoir ces épisodes de plus en plus intenses et des pluies diluviennes arriver avec le changement climatique. Donc, il va falloir construire ces petits bassins d'orage, si on peut dire, et qui ont pour rôle d'infiltrer l'eau de pluie. Ensuite, on va aller stocker de l'eau de manière permanente pour recréer des écosystèmes aquatiques, des marais, des mares, des choses qui vont ramener la biodiversité et de la fraîcheur. Donc effectivement, ça, on vient à un mot qui est de plus en plus usité, qui est introduit par la loi climat et résilience, notamment lorsque l'on parle du zéro artificialisation nette, qui est celui de la renaturation. Alors j'ai en tête un exemple de génie écologique, c'est-à-dire la renaturation appliquée à des milieux plutôt naturels, d'un écosystème, en l'occurrence on pourrait dire d'un hydrosystème, comme vous le dites, c'est-à-dire un écosystème appliqué en particulier au sujet de l'eau, qui considère les sols, l'eau et le végétal. C'est la renaturation d'une portion du lit de l'Ouvèze, une rivière qui coule en Ardèche. Et vous pourrez voir sur un site de nos confrères de France Info un reportage de France 3 tourné il y a 1 an. Et alors que la sécheresse battait son plein à l'été 2022, on voit 10 ans après une opération qui a consisté à charrier d'importants volumes de gravier et de plantations de végétaux, que la rivière, qui était à sec 10 ans auparavant, est effectivement perturbée dans son débit par cette sécheresse, mais qu'elle affleure à très faible profondeur. Alors, on dit, et je n'ai pas vérifié cette statistique avant l'émission, que en ville, à Paris en particulier, lorsqu'une eau usée repart dans les réseaux, elle ne met que 2 jours pour rejoindre la Seine, alors que si elle s'infiltrait dans un sol plus naturel, elle pourrait mettre près d'1 siècle pour la rejoindre. Ça me paraît beaucoup. Ma question est, au-delà de cet ordre de grandeur qu'il nous faudrait vérifier, quelles applications on peut trouver en milieu urbain, dans des sols qui sont pour la plupart très imperméabilisés, l'eau ruisselle en très forte proportion, et lorsqu'elle est là, trop d'un coup, nos tuyaux débordent. On le voit, les bouches de métro, dans les quelques inondations récentes, dès qu'il y a une pluie très intense sur une très faible durée,
ça déborde, mais aussi, à l'inverse, on le voit, les difficultés à maintenir le système vivant et végétal en particulier, parce qu'on a de très grandes périodes de sécheresse. Qu'est-ce que ça peut dessiner comme perspective, l'hydrologie régénérative notamment, appliquée aux milieux très anthropisés que sont les villes ? L'hydrologie régénérative, c'est vraiment une vision globale. Encore une fois, à l'échelle du bassin versant, on va s'intéresser à la fois à l'aménagement du territoire, agricole, forestier, et les villes et les rivières. Et merci d'avoir cité cet exemple de l'Ouvèze. Effectivement, quand on renature les cours d'eau, on s'aperçoit que très rapidement, l'eau revient. Parce qu'en fait, on permet à l'eau de remonter progressivement, à la nappe de remonter. C'est ce qui permet de relever ce qu'on appelle le débit de base des rivières. Donc, ces rivières, ensuite, seront moins vulnérables et sensibles aux sécheresses hydrologiques. Ça, c'est une chose. Maintenant, pour les villes, effectivement, c'est un environnement qui est contraint, très contraint. On s'aperçoit que les villes sont peu résilientes de base puisqu'on hérite d'une histoire qui est celle de dompter l'eau. On a, depuis l'ère des Romains, cherché à capter l'eau très très loin, la cheminer dans les aqueducs et la faire ressortir dans des canalisations très très loin aussi. Historiquement, on mettait l'eau des égouts, l'eau de pluie et les eaux usées dans le même canal, les égouts. Aujourd'hui, on a tendance à les séparer, puisque effectivement, on a des phénomènes de pluie, de débordement et de déversement qui polluent les cours d'eau. Donc l'enjeu, ça va être partout où c'est possible de remettre du végétal qui va permettre d'infiltrer et stocker tranquillement cette eau de pluie à la parcelle. Donc, et là, on salue notre ami Jean-Marc Bouillon qui fait ses petits points d'acupuncture dans chaque milieu urbain pour justement aller chercher de la verdure dans ces milieux très contraints. C'est un vrai challenge et toutes les villes aujourd'hui s'intéressent à ça et c'est super. Et c'est même encouragé, en fait, tout concourt à ça. Même la politique européenne en matière d'assainissement demande aujourd'hui aux villes de se mettre aux normes au niveau de l'assainissement et en faisant quoi ? Tout simplement en infiltrant l'eau à la parcelle pour éviter ces fameux débordements dans les rivières qui provoquent pollution. Et ces débordements qui peuvent aussi, si on ralentit et qu'on stocke temporairement l'eau dans des jardins de pluie, permettent d'alimenter les végétaux lorsqu'on est dans une période un peu plus sèche, voire une période critique. Il y a beaucoup de choses dans votre ouvrage et on arrive bientôt au terme de cette émission. Vous plaidez pour une débitumisation et puis donc retirer les surfaces imperméables. Vous venez de citer Jean-Marc Bouillon et on le salue avec les points d'acupuncture et c'est très intéressant de voir à quel point la vision de l'hydrologue sur le bassin versant est plutôt une très grande échelle, en tous les cas pour les citoyens, elle est plus difficile à appréhender parfois, et en même temps, la possibilité d'agir sur des micro-paysages, sur de très petites échelles. Les deux ne sont pas incompatibles. Grâce aux sciences du vivant et à l'hydrologie, on peut conjuguer une vision macro et une action locale. Vous mettez en garde aussi dans votre ouvrage contre les solutions du tout technologique, ce qui pose pas mal de questions et de débats. Le gouvernement, dans son plan eau, avec ses 53 mesures présentées par Emmanuel Macron, le président de la République, fin mars 2023, promeut notamment la réutilisation des eaux usées traitées, la reuse, pour la passer, je crois, de 1% à 10%. Et il y a beaucoup de questions qui se posent, notamment chez les professionnels du végétal et du paysage, pour arroser et faciliter l'enracinement des végétaux les 2 premières années. Et donc peut-être qu'il y a une perspective, dans ces cas-là, de réutilisation d'eau grise qui peuvent avoir une seconde vie compatible avec ces végétaux, mais aussi, vous le dites, de bien travailler sur l'infiltration. Il y aurait énormément à dire et j'en oublie, nous avions énormément de questions complémentaires. Moi, je voudrais peut-être vous poser une dernière question. On voit émerger les hydrologues depuis quelques années. Et ce sont 2 figures féminines, voire 3. On parlait de Madame Abetz, qui est une chercheuse en hydrologie. Et puis les 2 figures les plus médiatiques, ce sont Emma Aziza et vous. Qu'est-ce que vous pensez du fait qu'enfin, on se préoccupe d'hydrologie ? Et est-ce qu'il n'y a pas un lien entre l'eau et les figures féminines que vous êtes? Est-ce que ça va nous aider enfin à massifier les solutions fondées sur la nature ?
Merci de poser la question et merci pour cette remarque. Effectivement, on a encore une fois, on passe de l'ère, on le voit, on le sent, d'une ère où on va dompter l'eau, une ère qui est peut-être un peu plus dominée par l'énergie masculine. On va aller chercher la canaliser, à la faire passer où on veut, à la prendre quand on en a besoin et ensuite la rejeter très loin. Donc une ère très mécanique qui demande beaucoup d'énergie, qui, comme on le disait, avec les solutions technologiques, n'est pas forcément adaptée aux enjeux climatiques, à une ère qui est beaucoup plus douce, l'hydraulique douce, l'hydrologie régénérative. Ça fait appel à une énergie un peu plus féminine et maternelle qui va dire on va prendre soin maintenant de cette eau, l'écouter et la réinviter dans nos paysages. Et moi, c'est là-dessus que j'aimerais finir, c'est de laisser la place à l'eau, à ce qu'elle vive libre, on l'a dit dans le livre, elle vive libre et la réinviter dans la ville, là où on l'a longtemps occultée, cachée, loin des regards, et il faut maintenant la découvrir et la végétaliser. Eh bien voilà, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Charlène Descolonges. On part sur une note de douceur et on se dit qu'il y a fort à faire encore pour être dans un yin et un yang, dans un équilibre entre cette eau qui nous est nécessaire pour un bon nombre d'activités économiques, pour nous nourrir, pour nous rafraîchir, pour les autres êtres vivants de ce grand tissu, la biodiversité dont nous faisons partie, et peut-être le faire pas uniquement en étant dominateur, mais aussi avec un peu plus de douceur. Chères auditrices, chers auditeurs, j'espère, ça rime, que vous avez apprécié ce moment de douceur, et nous nous retrouvons très bientôt avec ce programme pour une ville nature. Portez-vous bien, cultivez votre jardin et surtout, restons en lien. Pour une ville nature, un cycle Cité Verte Europe organisé par Valor, une campagne financée avec le concours de l'Union européenne.